Comment ça va, Edgar Morin? Eh bien, écoutez, je me défends. Une question que j'ai envie de vous poser, qu'on vous a posée beaucoup à travers les âges. Est-ce que vous êtes heureux? Écoutez, j'aime pas beaucoup cette formule euh, parce que je pense que le bonheur ne peut pas caractériser une vie. Une vie est faite d'alternance de malheur, de bonheur, de choses très diverses. Et à mon avis, il y a deux types de bonheur. Il y a un bonheur d'une certaine durée, dans des conditions favorables, extérieures et intérieures et psychologiques, en communauté, en amitié, en épanouissement, etc. J'ai connu des périodes comme ça. Mais ces périodes s'arrêtent quand il y a le départ, quand il y a la séparation. Il y a à un moment donné, les plus belles communautés que j'ai vues se sont terminées par des séparations. Et puis il y a les moments de bonheur. Je vois un oiseau qui vole dans le ciel, je vois un beau visage de jeune fille, je vois un beau coucher de soleil, je vois un film superbe. Voilà. Il y a beaucoup de moments de bonheur. Voilà. Je cherche pas tellement le bonheur, je cherche, si vous voulez, ce que j'appelle la poésie de la vie. La poésie, c'est d'être pleinement soi-même avec des gens qu'on aime, avec une communauté. Et quand vous avez cette poésie, vous êtes heureux. Et même vous pouvez être heureux dans des périodes très difficiles. Moi, quand j'étais résistant, par exemple, c'était une période très malheureuse pour le pays, et même très dangereuse pour moi. Mais j'étais bien dans ma peau. Je faisais ce qu'il fallait faire. Et vous savez, ces conditions, quand on fait ce qu'on croit bon de faire, ça vous donne un bonheur malgré toute une série de choses qui vous affligent. Vous dites que la guerre que vous avez connue vous a servi de psychanalyse. Oui, oui, parce que j'étais un fils unique, de plus orphelin d'une mère qui est morte quand j'avais 10 ans, qui était très jeune. C'était quelqu'un qui était très renfermé sur moi-même, qui ne s'exprimait pas, et en plus mon père me protégeait à l'excès. Et il faut dire que quand les armées allemandes s'avançaient vers Paris, j'étais réfugié à Toulouse. Et là, figurez-vous, il y avait beaucoup d'étudiants réfugiés qui venaient de tous les coins de France. Hein. C'était la débâcle totale. J'étais chargé de loger ceux qui n'avaient pas de logement. J'étais chargé d'accueillir les autres. Enfin, le fait de me rendre utile à autrui, ça m'a commencé à m'épanouir. Et puis après, au début 1942, vous savez, c'est le moment où la guerre devient mondiale, parce que c'est le Japon qui attaque Pearl Harbor, l'Amérique entre dans la guerre. Donc je vois la jeunesse du monde entier qui se sacrifie. Bon. Et moi, je me dis, je ne peux pas rester à l'écart de tout ça. J'avais peur, je voulais vivre. Et j'ai compris une chose capitale, c'est qu'il y a des moments donnés où vivre, c'est le contraire de survivre. C'est-à-dire qu'il faut risquer sa vie pour pouvoir vivre. Je pouvais exercer à un moment donné, j'ai eu des responsabilités, jouer un rôle utile. Donc, si vous voulez, c'est ça la psychanalyse. Vous avez vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez vu la Seconde Guerre mondiale arriver, vous avez vu la montée en France de l'antisémitisme. Aujourd'hui, quand on voit ce qui est en train de se passer en Europe, aux États-Unis, au Brésil, qu'est-ce que vous reconnaissez de cette époque-là? Écoutez, il faut d'abord voir la grande différence. La grande différence, c'est qu'à cette époque-là, il y avait en Europe une puissance hégémonique qui voulait coloniser toute l'Europe, puisque les Anglais et les Français avaient colonisé le reste du monde. Bon. Et en Asie, il y avait une puissance hégémonique qui voulait coloniser le Pacifique. Voilà, c'était Aujourd'hui, vous n'avez pas en Europe ce danger-là. Par contre, vous avez un très grand nombre de dangers qui menacent le monde et l'Europe. Vous avez d'abord la prolifération des armes nucléaires qui continue, la multiplication des armes de mort massive
qui se fait. Vous avez la dégradation de la biosphère, c'est-à-dire finalement de nos conditions même de vie. Vous avez l'incertitude du futur, alors qu'avant on croyait que le progrès était une loi de l'histoire. Donc, si vous voulez, la cause qui est semblable, c'est que avant-guerre, il y avait une crise économique énorme, comme il y en a eu ici. Donc, une période d'angoisse qui fait que beaucoup d'esprits, à ce moment-là, se replient sur eux-mêmes, ont peur, et que la peur leur fait chercher des boucs émissaires, notamment dans des minorités. Et donc, vous voyez même en France, aussi bien l'anti-islamisme, un renouveau d'anti-judaïsme ou antisémitisme. Vous avez vu même une folie contre des Roms, n'est-ce pas, toujours des minorités jugées coupables ou responsables. Donc, si vous voulez, vous avez une angoisse semblable. Et vous avez le même somnambulisme, disons, des dirigeants et suivis en gros par une partie des citoyens. Il y a ce qu'ils vous disent tout va bien, tout ira mieux, tout ça. On vit au jour le jour pour se masquer la marche vers l'abîme. Vous avez aussi parlé de marche vers l'abîme concernant l'islamophobie. Oui. Écoutez, la marche vers l'abîme, c'est que on va de plus en plus vers une situation où le cercle vicieux, où la haine de l'un suscite la haine de l'autre, à un moment donné, déclenche des violences. Donc nous sommes dans cette situation, on n'est pas encore atteint le pire, mais il faut en prendre conscience aussi. Pourquoi dans les contextes de crise, comme en ce moment, on a une montée de judéophobie et d'islamophobie? Pourquoi c'est toujours les mêmes coupables? Écoutez, ce n'est pas le même genre, parce que, disons, l'histoire de l'anti-judaïsme, parce que le christianisme a été pendant des siècles, presque 2 millénaires, anti-juif, c'est-à-dire contre une religion qui jugeait fausse et coupable, disons, de la mort du Christ. Donc, cet anti-judaïsme s'est trouvé très enraciné dans les esprits. Il s'est transformé avec la formation des nations modernes, notamment à partir du XIXe siècle, en antisémitisme. C'est-à-dire, on n'est pas contre une religion mauvaise, on est contre une race perverse. Pour le monde arabo-islamique, c'est une autre histoire. C'est un monde qui a été dominé, c'est un monde qui a été colonisé. Il y a eu des mouvements d'émancipation sociale, il y a eu un socialisme arabe qui est assombré dans les dictatures. Il y a eu des mouvements d'émancipation politique, il y a eu un grand nombre de communistes qui étaient laïcs. La démocratie est un système qui nécessite beaucoup de temps pour s'implanter, elle n'a pas bien marché. Et on peut dire que, en fait, ces pays devenus indépendants ont été colonisés économiquement aussi. Donc, quand l'Algérie s'est émancipée après une guerre civile, il est évident que la mentalité qui méprisait le colonisé a été très offensée. Elle a continué à le mépriser, mais d'une nouvelle façon, puisqu'il avait révélé qu'il était capable d'être indépendant. Donc, les immigrés qui ont été admis comme des outils économiques, à ce moment-là, ont commencé par devenir l'objet de méfiance et surtout, quand a commencé ce renouveau religieux. Les premières vagues d'ouvriers n'étaient pas pieux, ils ne demandaient pas de lieux de culte, etc. Après les jeunes ont demandé des lieux. Donc, si vous voulez, ça a apparu comme une religion et on a fait la menaçante parce qu'on a fait l'amalgame entre les croyants, ceux qui revenaient à la foi, ceux qui l'avaient traditionnellement, ceux qui étaient exaltés, ceux qui étaient fanatiques et ceux qui devenaient des terroristes. Il y a eu un mélange, le micmac. Bon, c'est comme pour les Juifs. Donc, si vous voulez, dans ces conditions-là, c'est très, 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 très difficile de sauvegarder
un véritable humanisme, c'est-à-dire le respect d'autrui dans sa croyance, dans ses mœurs, dans ce qu'il est. C'est très, très difficile. Vous êtes un défenseur de la laïcité. Absolument. Quelle est la définition de la laïcité selon Edgar Morin? La première définition qui est politico-sociologique, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est que désormais l'enseignement public ne peut pas être livré à une confession, qui était à l'époque le catholicisme, mais doit être livré à l'État et doit se montrer neutre religieusement. Les laïcs du début du XXe siècle, les instituteurs, les enseignants, les politiques, pour eux, ils identifiaient laïcité, triomphe de la raison, triomphe de la démocratie et triomphe du progrès. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas empêché la crise de la démocratie, ça n'a pas empêché qu'en même temps du collier du progrès technique, il y a des régressions éthiques et morales ou intellectuelles. Et la raison, on a bien étudié les perversions de la raison dans ce qu'on appelait la raison instrumentale. D'une façon très rationnelle, on fabrique des armes de mort ou on fabrique Auschwitz. Bon. Donc, si vous voulez, à mon avis, c'est pas ça la laïcité. À mon avis, la laïcité, sa source, c'est à la Renaissance, au XVe, XVIe siècle, la pensée s'est mise à problématiser, à s'interroger. On s'est dit, elle s'est dégagée du carcan de la théologie qui dominait tout le monde occidental chrétien. On s'est dit, qu'est-ce que la nature ? Et alors, à ce moment-là, les sciences ont démarré. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que le monde ? La physique a démarré, et Galilée et Copernic ont montré que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? On a commencé à s'interroger sur nous, en disant qu'on n'est pas simplement les enfants d'Adam et d'Ève. Qu'est-ce que c'est que Dieu ? Alors on a dit, est-ce qu'il existe ? On est arrivé à Spinoza qui a dit, pour lui, il a éliminé un Dieu architecte qui crée le monde pour mettre la créativité dans la nature, sa fameuse formule, Dieu ou la nature. Donc, pour moi, la laïcité, c'est problématiser, c'est interroger, c'est ne pas se laisser enfermer dans le dogme et dans une vérité absolue. Vous savez, Popper, le philosophe Popper, a défini la théorie scientifique comme une théorie qui accepte de pouvoir être réfutée quand on lui donne des arguments et des preuves qu'elle n'est pas valable ou insuffisamment valable. À la différence d'une théorie théologique qui, elle, est absolument valable éternellement. Donc, si vous voulez, nous, la laïcité, c'est de penser que toutes nos théories, elles peuvent être mises en question un jour. La seule chose qui est sûre d'être vraie, c'est que vous êtes là et que moi, je suis là. Les faits. La laïcité, c'est cet esprit qui est capable de s'interroger. Et c'est ça la source de la vraie tolérance et de la vraie intelligence. Et c'est ça que, à mon avis, on devrait reconnaître comme la laïcité. Vous avez beaucoup travaillé sur la communication. Oui. Aujourd'hui, avec cet appareil, on peut filmer ce qu'on veut, parler avec qui on veut, envoyer des images au bout du monde. Et pourquoi est-ce qu'avec un tel progrès technologique, la notion de vérité régresse ? La communication n'est pas la compréhension. Regardez dans une famille, tout le monde peut parler, mais souvent vous avez des incompréhensions entre parents et enfants, entre frères et sœurs. La compréhension ne dépend pas de l'outil de communication. Donc, si vous voulez, en réalité, et ces outils-là, c'est comme la langue d'Ésope, ils permettent tout. Ils permettent la diffusion de vérités qu'on garde secrètes, comme ont fait les lanceurs d'alerte Assange et Snowden. Il permet aussi de contrôler les paroles des uns, y compris les insultes, les injures, les croyances imaginaires. Ça permet tout. Mais vous savez, la multiplication des informations n'est pas l'accroissement de la connaissance. La connaissance, ce n'est pas l'information. L'information, ce sont des éléments qui, une fois qu'on les met bien ensemble, bien organisés, vous donnent une connaissance.
Et la connaissance, ce n'est pas la pensée. La pensée, c'est quand vous prenez des connaissances, vous les réfléchissez et vous essayez de savoir ce qu'elles signifient. Donc, si vous voulez, moi, je considère que nous sommes dans un monde actuellement où la connaissance même nous aveugle. Pourquoi elle nous aveugle? Parce qu'on nous enseigne à séparer les choses selon les disciplines et on nous rend incapables de les relier ensemble. Et par exemple, si vous parlez de la mondialisation, c'est un phénomène qui est technique, qui est économique, qui est sociologique, qui est religieux, qui est politique, qui est démographique, qui concerne tout. Mais si vous avez des rapports spécialistes, des démographes, des économistes, etc., vous ne comprenez pas. Il faut savoir lier. Et c'est pour ça que je me suis voué à ce que j'appelle une pensée complexe qui rassemble ce qui est séparé. Donc nous sommes, quand vous parliez tout à l'heure de la rapport avec l'avant-guerre, je parlais d'un aveuglement, des somnambulismes. Là maintenant je parle, nous avons un système de connaissances qui nous donne des lumières sur des secteurs clos et beaucoup d'obscurité autour. Et à ce moment-là, je dis que nous avons une connaissance qui produit une nouvelle ignorance inconsciente d'elle-même, alors que la vraie connaissance nous fait acquérir des choses que nous ne pensions pas, mais en même temps nous ouvre de nouveaux mystères et de nouvelles inconnues. Donc, si vous voulez, on vit dans une connaissance standard. Et surtout, vous avez aujourd'hui la domination de la pensée calculatrice, statistique, chiffres, économistes, etc. Or, le PIB, le taux de croissance, et tous les sondages d'opinion, et toutes ces choses-là, qui sont des chiffres, les chiffres sont incapables de vous dire ce qu'est la joie, ce qu'est le bonheur, ce qu'est le malheur, ce qu'est la tristesse, ce qu'est nos vies. Autrement dit, on nous manipule comme des chiffres, comme des objets, et alors qu'on oublie que nous sommes des êtres de chair, de sang, d'âme, d'esprit, etc. C'est cette connaissance-là qui devient inhumaine. Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'une fake news se répand, il est plus facile de croire à la fake news qu'à la démonstration de la vérité? Ça a toujours été un peu comme ça, parce que vous savez, le grand problème, c'est que la raison, une idée rationnelle, et ça c'est ce qu'a démontré Damasio qui a étudié le cerveau, quand vous avez un centre rationnel du cerveau qui est excité, il excite aussitôt un centre émotionnel. Par exemple, un mathématicien, il fait la mathématique avec la passion d'aimer mathématiques. Autrement dit, il n'y a pas de raison froide et glacée, sauf chez certains économistes. Mais sinon, nous avons tous. Or, et l'émotion nous aide à connaître. Par exemple, un bon professeur est passionné et il transmet par la passion une émotion qui aide à connaître. Là, vous savez, Platon disait que pour enseigner, il faut de l'éros, de l'amour. Donc, si vous voulez, le grand problème, c'est que si vous avez de l'émotion sans raison, vous glissez vers le délire. Si vous avez de la raison sans émotion, vous avez une façon glacée de voir qui elle-même est un peu délirante. Et comment bien unir l'émotion et la raison, c'est un problème central pour chacun. C'est une navigation à faire, parce que si vous vous laissez déborder par l'émotion et vous noyez votre raison, vous êtes foutu. Mais si vous oubliez toute émotion, vous naviguez dans le réseau glacé, vous voyez le problème des réfugiés, des migrants, des malheureux, comme des choses comme ça, comme des pures questions d'objets. L'émotion joue un très grand rôle, mais il faut la discipliner par l'appel à la rationalité. Les deux doivent être inséparables. Vous avez aussi travaillé sur les stars. Oui. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des machines à détruire les stars. Oui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là où toutes... Vous savez, c'est tout à fait une autre question, parce que il est évident que déjà avant même les réseaux sociaux,
il y avait toute une presse qui s'intéressait aux affaires de cœur, aux ennuis, aux chagrins, à tout ce qui n'allait pas chez les... Parce que on cherche des ragots, on cherchait déjà. Aujourd'hui, effectivement, ça se déchaîne encore plus. Il suffit qu'il y ait des événements comme après la mort de Johnny Hallyday, une querelle d'héritage, etc., pour que, pas seulement les réseaux sociaux, la presse se rue là-dessus. Là, qu'est-ce que vous voulez, les réseaux sociaux, c'est à mon avis, moi je le vois très bien, puisque comme vous le savez, je pratique le tweet pour exprimer un peu mes pensées, mais parfois, sans le vouloir, je déchaîne des torrents d'insultes ou d'injures, parce que je n'ai pas été compris, ou je me suis mal exprimé. Ce qui est terrible, parce que parfois on voit, grâce à ça, des gens qui ne peuvent pas s'exprimer, disent des choses très subtiles, très ingénieuses, très jolies. Et aussi, à cause de ça, des tas de gens profitent pour déverser des haines purement abstraites, des insultes. Mais c'est ça la vie. Nous sommes toujours, nous ne pourrons pas éliminer ces choses-là. C'est quoi une star aujourd'hui, en 2019? Ben, vous savez, être star, c'est être l'objet d'une certaine ferveur, d'un culte, d'une obsession. Évidemment, il y a eu au début les stars c'était un terme né dans le cinéma hollywoodien, mais ça s'est un peu répandu. Les familles royales, comme la famille de Monaco ou d'Angleterre, étaient starifiées. Des champions sportifs, Zidane, étaient starifiés. Enfin, disons ce statut que moi j'ai appelé à un moment les Olympiens, n'est-ce pas, qui vivent une vie supérieure à l'autre. Ce statut s'est élargi, mais on continue à s'intéresser à des stars. Est-ce que ça n'a pas été le péché originel d'Emmanuel Macron, de se starifier? Il s'est théâtralisé, beaucoup plus de starifié, mais je pense qu'il a une certitude en les fondements de sa pensée qui ne relèvent pas du star system. C'est quoi pour vous Emmanuel Macron? C'est qui? Écoutez, bon, évidemment, c'est le président de la République, c'est-à-dire un jeune homme très aventureux, très ambitieux, très intelligent et très énergique, qui a fait une aventure solitaire, bien qu'il disposant d'un puits puissant, mais en dehors des normes politiques habituelles, c'est-à-dire non pas patronné par un parti, mais fabriquant son propre parti, au pouvoir. Bon. Et là, puisque je l'ai vu dernièrement à une conférence de presse, c'est un personnage intéressant parce qu'il a une part de sincérité, de volonté d'auto-examen. Il a reconnu, avoir méconnu, si vous voulez, toute une part de la vie réelle, une grande partie de notre peuple, n'est-ce pas ? À mon point de vue, il est profondément ancré dans cette croyance que l'on appelle généralement néolibérale, économique, qui est de penser que dans le système actuel, c'est par la prospérité économique, par l'entreprise, par les bénéfices de l'entreprise, que la prospérité générale viendra. Alors qu'il y a beaucoup d'économistes d'autres écoles qui pensent qu'aujourd'hui, ce néolibéralisme a conduit à beaucoup d'erreurs déjà dans l'avant-guerre et ensuite, disons, après la crise de 2008, et que c'est une autre politique. Alors, moi, ce que je crois, c'est que, en remettant en question certains points de la politique qu'il a faite, il ne remet pas en question le fondement, et à mon avis, c'est la voie qu'il faut changer, c'est le cap qu'il faut changer. Or, c'est très difficile aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, regardez les Gilets jaunes, ils ont exprimé un certain nombre de revendications
les unes très profondes, les autres peut-être un peu farfelues, et du reste, le président a répondu à certaines et pas à d'autres. Mais ce sont des choses qui ne sont pas dans une vision politique d'ensemble. Il n'y a pas, disons, une politique dont elles sont des éléments. À mon avis, et je l'ai souvent dit, la voie, c'est de profiter du problème écologique, pas seulement pour que notre système d'énergie devienne propre, c'est-à-dire qu'on élimine les énergies polluantes, mais c'est pour relancer aussi l'économie. Pour qu'on détoxifie les campagnes, c'est-à-dire l'agriculture industrielle, et qu'on retourne à l'agriculture fermière ou bio, que la consommation elle-même se modifie sur des bases saines, et qu'en somme, si vous voulez, toute cette énorme domination du pouvoir de l'argent, qui n'a jamais été aussi grande, qui colonise les ministères, etc., soit refoulée progressivement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de révolution, même si vous voulez imposer lourdement les privilégiés, l'argent fiche le camp. Et tant qu'on n'a pas les moyens de pouvoir vraiment lutter contre l'évasion fiscale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refouler progressivement, et ça ne peut se faire que par une prise de conscience collective des citoyens en tant que consommateurs et en tant qu'acteurs. Or, c'est cette nouvelle voie que je n'ai pas le temps de vous exprimer, mais que j'ai bien dans mon livre qui s'appelle « La Voie », c'est cette voie-là, à mon avis, qui me semble vitale et indispensable. Et c'est sur ce point clé que, à mon avis, le président garde ses certitudes, alors qu'à mon avis, il pourrait commencer à les problématiser. Est-ce que vous pensez que les Gilets jaunes sont un annonciateur de quelque chose de plus grand? Si vous voulez, leur originalité, c'est d'être un mouvement uni, mais composité d'éléments extrêmement divers, et qui refuse jusqu'à présent à tout leader et à toute structuration. Le jour où il serait structuré un leader, il se disloquerait. Non, il a apporté son message. Il peut peut-être continuer, mais son message, c'était la voix de ceux qui se taisaient. C'était la vue jaune de ceux qui étaient invisibles. C'était ceux qui ont dit « nous voulons vivre et pas seulement survivre », ce que je vous ai dit moi, à ma façon, quand je parlais de ma jeunesse. Donc, ils l'ont apporté. Mais ils n'ont pas pu apporter une pensée politique d'ensemble. De même, aujourd'hui, vous avez des tas d'associations de solidarité formidables qui n'ont pas apporté. Et à mon avis, aujourd'hui, ce qui manquait aussi à la pensée du président, c'est l'importance d'une politique systématique de la solidarité. Parce qu'il parle de responsabilité, mais responsabilité et solidarité, c'est indispensable. Dès que vous êtes solidaire des autres, vous vous sentez responsable. Et dès que vous êtes responsable, vous vous sentez solidaire. Et une des choses, notamment dans notre monde, c'est la destruction des solidarités anciennes et traditionnelles. Il y avait la grande famille avec 7 enfants, des tas de cousins, oncles, tantes, etc. Fini. Là, vous avez une petite famille, il y a encore qui divorcent. Bon, vous avez la solidarité de village, c'est fini. La solidarité de travail, c'est fini, sauf cas exceptionnels. Les solidarités de voisinage, très diminuées. Donc, si vous voulez, on est un monde où on n'a pas seulement les avantages de l'individualisme, qui est plus d'autonomie, qui sont incontestables, mais vous avez aussi les inconvénients de la fermeture égoïste sur soi. Et comme chacun est compartimenté dans une alvéole de la société et n'a pas la possibilité de voir l'ensemble dont il fait partie, il y a une destruction de ce sentiment de communauté. Et c'est la restauration. Moi, il y a longtemps, j'avais fait à l'époque, où il y avait en 80 et quelques, à l'époque mitterrandienne, un texte qui s'appelait Le Grand Dessein,
où je disais déjà, il faut créer des maisons de la solidarité pour venir en aide à toutes les détresses, dans toutes les villes et dans les grandes villes, dans les quartiers. Et à mon avis, le service civique, c'est doit être un service civique de solidarité, fondé sur l'entraide et la solidarité. C'est une chose capitale, solidarité et fraternité. Donc, si vous voulez, voilà la politique que moi je propose au président. Vous pensez qu'il va l'entendre? Et je ne sais pas. Parce qu'il pourrait lire votre livre. Je l'espère. Écoutez, vous savez, dans Molière, il y a une phrase, il y a « Belle Phyllis, on désespère alors qu'on espère toujours ». Vous espérez quoi aujourd'hui? À 97 ans, vous espérez quoi de l'humanité? Ah, alors je vais vous dire mon sentiment fondamental, c'est que je vois depuis les origines du monde et à travers toute l'histoire de la vie qui s'est faite sur Terre, je vois toujours le conflit entre deux forces inséparables. D'un côté, la force qui pousse à l'union, à l'association, à la coopération, à l'amitié, à l'amour, et de l'autre côté, la force qui pousse à la rivalité, au conflit, à la haine, à la destruction, à la mort. C'est comme la lutte entre Eros et Thanatos. Eros, l'amour, et Thanatos, la mort, qui sont deux ennemis, mais inséparables. Et parfois, Thanatos se glisse dans Eros et vice-versa. Donc, c'est ça. Mon avis, j'espère que des choses, qu'on puisse avoir une société moins mauvaise. Je sais qu'on n'aura jamais une société parfaite. Je sais que jamais on éliminera le conflit, la mort, la destruction. Mais je sais qu'il faut prendre le parti d'Eros. C'est mon parti auquel j'ai pris parti dès que j'étais jeune. Et je continue. Donc, si vous voulez, c'est même pas l'espoir. Je dirais que ça fait partie de ma pulsion fondamentale. C'est ça. Alors donc, c'est pour ça que beaucoup de gens croient qu'il faut faire un modèle de société, qu'il faut faire des constitutions, etc. Ces choses peuvent venir, mais la question, c'est que nous sommes une espèce qui a commencé une aventure dès la préhistoire, qui la continue dans des conditions toujours incroyables et qui va la continuer dans des conditions incroyables, on ne sait pas où. Donc il n'y a pas de but. Ne cherche pas le but. Cherche le but et le chemin, c'est le même. Et c'est ça, aujourd'hui, ma conviction. Et c'est pour ça que je me sens bien dans ma peau, parce que je continue à vivre dans ce sens-là, à la porte de la mort. Est-ce que vous avez un conseil d'hygiène de vie à me donner? Le conseil d'hygiène de vie, c'est, disons, vivez, c'est-à-dire essayez d'épanouir votre personnalité, vos aspirations, cultiver vos aspirations, essayez de les réaliser, toujours dans le cadre d'une fraternité et d'une communauté. N'essayez pas de résoudre tout seul et ne vous noyez pas, n'abandonnez pas votre individualité dans la communauté comme les hitlériens, n'est-ce pas, jouissaient de vers le salut nazi en collectivité. Non, je veux dire, voilà, c'est ça. Et affronter la vie. Oui, la précarité, vous savez, la précarité, elle revient de toutes mille façons. Nous, à notre époque, on était précaires sous l'occupation. Bon, c'est le destin de la vie. Évidemment, plus on peut avoir de sécurité, mieux c'est. Moi, je suis pour toutes les sécurités sociales, mais les sécurités sociales n'empêchons pas que les maladies, n'empêchons pas la mort, n'empêchons pas le chagrin, n'empêchons pas tout ce qui arrive dans la vie. Voilà, c'est prendre le parti de l'Eros. Vous vous sentez encore adolescent? Tout en me sentant vieux. C'est-à-dire que je garde mes aspirations d'adolescence, j'ai perdu toutes mes illusions, c'est sûr, mais en même temps, je sens la coexistence et je me sens aussi un peu infantile, j'adore jouer, j'adore plaisanter, Enfin, j'ai gardé mes âges, mais en même temps, tout ça, j'ai les limitations d'un homme qui a vieilli. À quoi vous pensez le plus? À la mort ou à la vie?
au problème de la vie. La mort revient de temps en temps, bien sûr, mais c'est la vie. Non, je pense que on ne peut pas, d'abord la mort étant impensable, on pense que c'est une chose qui va vous arriver. Parfois j'y pense en me disant, tiens, c'est un grand trou noir dans lequel je vais me perdre. Et puis j'oublie tout ça parce que je continue à participer à la vie, à m'intéresser à tout ce qui arrive, à aimer, à l'amitié. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est les forces de vie qui sont importantes et qui refoulent la mort. Est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes nostalgique? Ben, écoutez, je suis nostalgique de ces oasis de bonheur que j'ai connues dans le temps. Je suis nostalgique du vieux Paris, de mon quartier tel que je l'avais connu quand j'étais jeune. Je suis surtout nostalgique, vous savez, de mes amis perdus. Il y a une chanson que je me chante sans arrêt, c'est celle qu'a mis en musique, le poème de Rudolf que Léo Ferré a mis en musique. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés? Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés? Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. Le vent, je crois, les a dispersés. Voilà. C'est ça, on dit, le vent les a ôtés, ce sont amis que vent emporte. Et ils vantaient devant ma porte. J'ai perdu tellement d'amis chers, ça c'est d'être cher, ça c'est la chose douloureuse et nostalgique. Voilà. Est-ce que, quand on a une œuvre comme la vôtre, quand on a écrit la méthode, quand on a votre histoire, est-ce que vous pensez à la postérité? Alain? À la postérité. Écoutez, j'espère, mais vous savez, la postérité, elle peut parfois se tromper. Moi, je connais beaucoup d'auteurs que j'estime importants qui sont quasi oubliés, ou même des auteurs comme Nietzsche ont été oubliés pendant 50 ans. La postérité. Non, mais je crois que ma façon de penser reste, bien qu'elle ait touché des jambes très dispersées, mais elle reste déviante, elle n'est pas inscrite dans la culture. Je souhaite que dans le futur, dans les temps qui suivront évidemment ma mort, elle puisse elle-même s'inscrire et être utile parce qu'elle aide à vivre. Je crois que c'est surtout ça. Elle aide à moins se tromper, à avoir moins d'illusions, à mieux affronter l'incertitude, à mieux aimer, à mieux comprendre. Je pense que, et je souhaite, si vous voulez, que, puisque ce n'est pas arrivé de mon vivant, de moins que ça puisse arriver, mais j'en suis pas sûr. Quelle est l'illusion de l'adolescence que vous ne voulez pas abandonner? Mais je crois que j'ai abandonné mes illusions. Je crois que je n'en ai pas, à moins que vous me disiez que j'ai encore l'illusion. Non. Je sais que ce que je prêche, c'était... voilà. Moi, je suis comme un arbre. Alors, je produis des graines, des germes, c'est ça. Bon. Et alors, le vent les disperse. Alors, certaines tombent sur une terre aride, sur des roches, meurent. D'autres peuvent germer et donner des plantes qui vont elles-mêmes donner d'autres germes. Moi, je crois que c'est comme ça que je vois l'espoir. L'espoir, ce n'est jamais la certitude. J'espère que tout ça pourra, par la dissémination, finalement, être utile. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Je sais
et je le sens, que je suis un moment minuscule, moins qu'une particule, un moment minuscule, dans cette gigantesque aventure de l'humanité qui a commencé quand même avec le redressement du bipède, hein, il y a quelques millions d'années, qui s'est poursuivi à travers des civilisations, tout ça, aujourd'hui la mondialisation, d'une façon... Je suis un petit moment, mais je sens que je fais partie de cette aventure, et ça me donne du tonus. Voilà. Quel a été un des plus grands moments du petit moment que vous êtes? Mais vous savez, un grand moment pour moi, ça a été la libération de Paris, au terme de l'insurrection que nous avons faite. Ce sont ces moments que j'appelle des extases de l'histoire, où on vit des moments de fraternité inouïe qui durent quelques jours, et puis après tout retombe. Ça, c'est des grands moments. Il y a une autre question que je veux vous poser, c'est la curiosité. Comment est-ce qu'on cultive la curiosité? Ben, c'est plutôt la curiosité qui me cultive, parce que moi je crois que les enfants sont très curieux. Et en plus, cette curiosité, nous l'avons hypertrophiée, parce que déjà les petits mammifères sont curieux, les souris sont curieux, les chatons sont curieux. Enfin, mais nous, les humains, on est très curieux. Et cette curiosité de l'enfance, il y a certains qui la gardent adulte, et d'autres qui l'oublient. Mais moi, je crois que cette curiosité qui me portait vers tout, je m'intéressais à l'aviation, je m'intéressais au Tour de France, je m'intéressais aux choses plus diverses, ça me stimulait, je m'intéressais au cinéma. Bon, et bien entendu, j'ai pu à ce moment-là avoir des curiosités plus élevées, comme on dirait, plus intellectuelles. Mais je pense que ce monde est tellement étonnant. Je m'étonne tous les matins d'exister, de voir les choses sont là. Les choses les plus normales me semblent. Et je pense que c'est ça qui n'a pas cessé en moi. Voilà. Vous avez été résistant pour de vrai. Quels conseils donneriez-vous aux gens qui nous regardent pour résister? Mais là aussi, ce n'est pas tellement des conseils qu'un avis. Moi, je dirais que d'abord, il faut résister aux barbaries. Et pas seulement la barbarie qu'on connaît depuis l'histoire et qui revient avec le mépris, la haine, la mort, etc. Il y a les barbaries. Et après, il y a la barbarie glacée et froide de notre propre civilisation, qui a sa part d'inhumanité. Ces deux barbaries sont parfois alliées. Donc, à mon avis, il faut résister, c'est-à-dire continuer à avoir en soi l'esprit de révolte contre ça, mais cet esprit de révolte, à mon avis, ne peut se continuer que si on garde l'esprit d'émerveillement. Moi, c'est dans la capacité d'être émerveillé devant les beautés de la vie que je trouve l'énergie de me révolter contre les cruautés de la vie ou contre ce que j'estime injuste. Et moi, je dirais que voilà, c'est ça qu'il faut essayer de sauvegarder. Il faut garder des oasis de fraternité, d'amitié, à travers les pires conjonctures, parce que c'est ça qui va nous sauver. Est-ce que vous pensez que la planète vit ses dernières heures, comme beaucoup de gens le pensent? Écoutez, la planète, elle tiendra le coup, et je dirais même que la vie, même si elle subit d'énormes dégradations, il y aura des espèces qui survivront, et que même si l'humanité disparaît, il y aura encore des évolutions biologiques. Non, la planète, la question, c'est que même je pense que l'hypothèse d'un effondrement généralisé, je ne la vois pas tellement parce qu'il y aura beaucoup d'effondrements, beaucoup de catastrophes, mais il y aura toujours des îlots qui subsisteront, comme dans l'histoire, c'est passé. Donc ça vaut encore le coup de faire des enfants?
Oui, parce que faire des enfants, c'est faire un pari sur l'humanité. Ben, c'est un pari qui peut être idiot, mais vous savez, d'ailleurs, de toute façon, ce qui était très curieux, ce sont, par exemple, à partir de 1940, alors que c'était la guerre, la famine, pas la famine, mais les difficultés de vie terribles qui commençaient, alors qu'une grande partie d'hommes étaient prisonniers, eh bien la fécondité a recommencé. Il y a comme si en nous une force, n'est-ce pas, qui veut continuer la vie. Et faire des enfants, c'est relever le défi d'Eros contre les forces de mort. Ça veut dire on va faire des enfants que nous allons aimer, qu'ils vont essayer eux-mêmes de s'aimer, qui vont courir l'aventure de la vie. Il faut accepter l'aventure de la vie dans laquelle nous sommes. Donc il ne faut pas avoir peur de vivre. Ben, il faut avoir des peurs différentes devant certains dangers, mais je pense qu'au contraire, nous ne savons pas pourquoi on a reçu la vie. Nous savons que la vie est à la fois ou tantôt un cadeau, tantôt un fardeau. Mais notre vie nous donne, même quand nous sommes tristes, il y a une force en nous qui nous dit de continuer à vivre. Ce n'est qu'à la limite que certains se suicident. Et donc, vous savez, la conscience est une petite chose en nous, à la surface de notre être, mais tout ce que nous faisons est inconscient. Ce qui se passe dans mes neurones est inconscient. Mon système digestif fonctionne de façon inconsciente. Mon cœur bat de façon inconsciente. Je ne contrôle ni mon cœur, ni mes poumons, ni rien. Donc nous sommes possédés par des forces puissantes, et notamment une force qui nous dit « vis ». Ben, il faut y obéir. Et Dieu ? Écoutez, moi, je vous l'ai dit, je suis comme Spinoza. Je pense qu'il y a un mystère profond. Moi, j'appelle pas ça Dieu. Il y a quelque chose d'incompréhensible à notre esprit, dans l'univers, dans la vie, en nous-mêmes. Et ce mystère, il est plein de poésie en même temps. Et donc, j'accepte de vivre dans ce mystère. Est-ce que vous pensez qu'en 2022, à l'approche de la prochaine élection présidentielle, l'élection du Front National, ou en tout cas d'un parti autoritaire, est inévitable ? Elle est possible. Non, je pense, si vous voulez, que le progrès de ces systèmes néo-autoritaires est un phénomène qui caractérise notre époque. Jusqu'à quand que ça continuera ? Quelles seront les exceptions? Car il y en aura, je ne peux pas le dire. Nous sommes dans l'incertitude la plus totale. Donc, à mon avis, il ne faut pas désespérer. Vous croyez au cycle ? Vous croyez que l'histoire se répète ? Non, elle est plutôt sous la forme d'une spirale. Il y a des choses qui reviennent, mais pas de la même façon. L'histoire peut parfois bégayer, mais il y a beaucoup de choses, si vous voulez, qui ont des similitudes dans le passé et qui devraient nous faire réfléchir, comme par exemple la période d'avant-guerre dont j'ai parlé. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire aujourd'hui, Edgar Morin ? Ben, écoutez, une bonne plaisanterie qui me fait le plus rire. Ça, c'est une notion quantitative. Il y a tellement de choses rigolotes que moi j'aime une lecture amusante, des propos rigolos, tout ça, ça me fait rire. Vous n'avez pas une petite blague en tête ? Hein ? Vous n'avez pas une petite blague ? Oh, écoutez, j'en ai plein, mais pour le moment, elles ne sortent pas. Je suis un peu inhibé, il faut que les occasions les sortir. Cette émission s'appelle Clic. Crise. Clic, c'est le nom de l'émission. Ah oui. C'est quoi votre définition d'une clique ? Ben, une crique,
c'est quelque chose ou un bateau ou un navire. Non, clic. Hein, c'est pas ça. Une clique. Ah, clic. Mais vous l'écrivez avec CK ou avec QE? QE. Ah, d'accord. Oui, une clique, c'est une bande d'amis, oui, d'accord. Eh bien, écoutez, notre entretien s'est montré amical. Merci beaucoup, Edgar Morin. Merci à vous. Question ultra simple avant de partir. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Edgar Morin? De continuer. Bah, continuez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon, c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.